que l'Internet il ne permet pas de... Très bien, donc on va commencer. Alors, on fait comme d'habitude si vous voulez. J'ai les diapos de révision. On va parcourir les diapos de révision. Et dès que vous avez une question sur quoi que ce soit, il faut m'arrêter. Ensuite, on va faire un sujet d'examen. Et bien sûr, toutes vos questions. Hein, s'il y a un exercice que vous n'avez pas compris, etc., c'est le moment de me le montrer. Est-ce que c'est clair? On va commencer. Voilà, alors là, donc les diapos de révision. Là, j'ai pris la peine, tout ce que vous devez connaître par cœur, je l'ai mis en surbrillance. Hein. Là, je vais préparer le message. Tout ce qui doit être connu par cœur, je l'ai mis en brillant. Voilà, alors donc dans le chapitre 1, là, il suffit juste de se rappeler, dans le chapitre 1, il suffit de se rappeler que la vitesse de la lumière est invariante. Hein. C'est tout ce qu'on a vu, dont on doit se rappeler. Sinon, tout le reste, c'était une introduction. Après, dans le chapitre 2, on avait vu, c'est quoi hein, le quadrivecteur position. Chaque événement, il se passe à un temps donné. Donc, la composante temporelle du quadrivecteur position, c'est c fois t. Et les composantes spatiales habituelles, x, y, z. Maintenant, ces coordonnées-là, c'est dans un repère R. Je peux changer de repère et passer vers un repère R'. Toujours par convention, R', il se déplace à la vitesse v, telle que v parallèle à OX. Toujours. Hein. Dans notre module, on prend toujours cette convention-là. Avec ça, on peut passer aux coordonnées du même événement dans le repère R'. Donc, je vais juste avoir des primes sur toutes les composantes en utilisant la transformation de Lorentz. La transformation de Lorentz, sa matrice, il faut la connaître. C'est celle qui me permet de passer des composantes dans R vers les composantes dans R'. Et bien sûr, si vous connaissez par cœur la matrice de Lorentz L, vous pouvez déduire directement la matrice de Lorentz inverse L-1. Donc il y a juste la matrice de Lorentz L, c'est des signes moins, L-1, c'est des signes plus. L-1, bien sûr, je l'applique à R'. Et elle va me donner R. Donc là, concentrez-vous. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui vous échappe, qui vous est flou, il faut me dire. Donc là, on intervertit les rôles en changeant le signe qu'il y a à côté de bêta. Ensuite, on a l'intervalle, delta S au carré. L'intervalle au carré entre deux événements, delta S au carré, c'est C delta T au carré, donc là j'ai oublié un delta, hein. C'est C de delta T au carré moins la distance au carré. La distance, c'est delta X carré plus delta Y carré plus delta Z carré. Ça, il est invariant. Il est invariant, ça se démontre en utilisant la transformation de Lorentz. Ensuite, on a la contraction des longueurs. Dès que j'ai une longueur, il faut que je fasse attention. Si j'ai une longueur, je dois faire attention. Est-ce que cette longueur-là, elle est mesurée au repos ou elle se déplace? Si elle se déplace, ça veut dire que ce n'est pas sa longueur au repos directement. Je dois diviser par gamma. La longueur au repos, quand on vous donne la longueur au repos, c'est la longueur dans le repère où l'objet ne se déplace pas. Dès qu'il se déplace, je dois diviser par le facteur gamma. J'ai la contraction des longueurs. La même chose pour les intervalles de temps. Un intervalle de temps, on va dire qu'il est propre lorsqu'il est mesuré dans un référentiel où les deux limites se passent au même endroit. Parce qu'un intervalle, c'est toujours entre deux limites, n'est-ce pas? Un intervalle, c'est entre deux événements. L'événement 1, l'événement 2. Le temps qui s'est écoulé entre les deux événements, ça sera un intervalle de temps, delta, on va l'appeler delta t. Le référentiel particulier où les deux événements se passent au même endroit. Il n'a pas bougé. Les deux événements se passent au même endroit, bien sûr avec un intervalle de temps delta t. On va appeler le temps là, l'intervalle de temps mesuré, on va l'appeler delta tau et ça sera un temps propre. Dès que je veux passer à un autre référentiel, je dois multiplier le delta tau par gamma. Ça sera la dilatation du temps. Bien sûr, la même relation, je peux la faire d'une façon infinitésimale ici. Pourquoi je fais de manière infinitésimale? C'est lorsque la vitesse change. Lorsque la vitesse change, bien sûr, ce gamma-là, il n'est pas fixe. Il va dépendre du paramètre vitesse, c'est gamma i. Bon, ça, on l'utilise lorsque la vitesse, elle change. Donc, on doit utiliser des intervalles infinitésimaux. La transformation des vitesses, quand j'ai une vitesse qui est mesurée dans un repère R, il faut que je sache comment passer au repère R'. Donc là, je vous ai mis la transformation inverse, mais de toute façon, on vous la donne. Hein. C'est pas la peine de la connaître par cœur, mais il faut savoir l'utiliser. Et si on vous donne une version, il faut savoir passer à l'autre version. Par exemple, on vous donne cette version-là, par exemple, les U', comment je passe à UY. Mais si j'ai besoin de faire l'inverse, j'ai besoin du R' en fonction de R, vous avez toujours l'astuce d'intervertir le signe de bêta. Là, c'est la transformation des vitesses. Une vitesse mesurée dans R,
comment je la transforme dans R' et ou l'inverse. Transformation des accélérations, bon, ça on l'a vu, on a juste vu que ça existe, mais sinon c'est tellement compliqué que bon, il faut savoir l'utiliser, même principe. Quand j'ai une accélération dans le repère R, je peux la trouver dans le repère R' et vice versa. Ensuite, on a l'effet Doppler. L'effet Doppler, rappelez-vous, donc dès que j'ai une fréquence, ou qui dit fréquence, pulsation, longueur d'onde, peu importe, ce qui est relié au photon. Le photon, je peux le décrire à partir de sa longueur d'onde, sa fréquence, sa pulsation. Il faut connaître les différentes formules. Donc ici, c'est avec la pulsation. Donc j'ai oméga prime, c'est gamma oméga fois 1 moins bêta cosinus θ. Donc là, ça dépend de l'angle θ. C'est quel angle ce θ là? C'est l'angle que va faire la direction de déplacement du photon, sa direction de déplacement, comment il se déplace, avec l'axe OX. Toujours, hein, avec l'axe OX. C'est très important parce que tout ce qu'on a construit là, on a pris toujours V selon OX. Donc les angles toujours sont mesurés selon OX pour pouvoir utiliser cette formule. Donc là, c'est comment change la fréquence ou la pulsation lorsque je passe d'un repère à un autre. Et j'ai aussi comment change les angles, comment change l'angle. Donc là, par exemple, si j'ai un angle θ mesuré dans R, je peux le trouver dans R'. Pour l'aberration, donc ça découle directement d'ici, pour l'aberration, lorsque j'ai une densité qui est homogène, N0, une densité qui est isotrope, une densité de photons par unité d'angle solide, si elle est isotrope dans un certain repère, je peux trouver comment elle va changer dans un autre repère en utilisant cette formule. Donc, quand je vais utiliser cette formule, je vais trouver que ce n'est pas la même densité selon l'angle θ. Donc là, c'est aussi une formule que vous n'êtes pas censé connaître par cœur, mais il faut savoir l'utiliser. On a parlé aussi de tout ce qui est causalité. Donc, à partir du signe et de l'intervalle au carré, on peut classifier le type de l'intervalle. On a 3 types. Selon le signe de delta S au carré. Quand il est positif, on a dit qu'il est de type temps. Quand il est négatif, il est de type espace. Lorsqu'il est égal à 0, il est de type lumière. Bon, c'est des définitions qui nous permettent de classer ces intervalles-là. Ensuite, on a vu la notion de ligne d'univers. Donc, c'est une trajectoire dans l'espace-temps. Donc, il faut revenir. Si vous avez à tracer des lignes d'univers, il suffit de revenir à vos problèmes de L1. Si vous voulez, vous pouvez tracer au brouillon x en fonction du temps. C'est très facile, x en fonction du temps, la trajectoire. Puis, pour venir en relativité restreinte, il suffit juste d'inverser, de mettre le temps comme l'axe des ordonnées et les x comme l'axe des abscisses. Sinon, c'est juste une trajectoire, c'est juste une façon de représenter les mouvements des particules. Ensuite, le chapitre 3, c'était comment manipuler ces quadrivecteurs-là. Donc, dès que vous avez un quadrivecteur déjà, c'est qu'il se transforme via la transformation de Lorentz. Donc là, je peux le mettre en surbrillance. Dès que vous avez un quadrivecteur, c'est valable pour tous vos quadrivecteurs, je sais que si je l'ai dans un repère R, je veux passer un repère R', il va se transformer par la transformation de Lorentz. Ensuite, comment on appelle les choses? La composante, la première, on l'appelle 0. La composante 0, la composante temporelle. Les autres composantes, on les appelle composantes spatiales. C'est juste un terme, parce que là, c'est inspiré du quadrivecteur position. Mais on va utiliser cette terminologie même pour les autres quadrivecteurs. Vous avez le produit scalaire. Attention, produit scalaire entre deux quadrivecteurs, vous faites d'abord la multiplication des composantes spatiales, là, comme d'habitude, mais ensuite, les composantes temporelles, pardon, A0, B0, mais les composantes spatiales, il faut leur rajouter un signe moins. Attention, quand on fait un produit scalaire ici, on n'oublie pas le signe moins quand je multiplie les composantes spatiales. Ce signe moins là. Donc ensuite, on a défini le quadrivecteur position, bon, qu'on connaissait déjà. Le quadrivecteur déplacement. Bougassa Imen, vous pouvez poser la question directe. Hein. Vous pouvez m'arrêter. C'est pour ça que je vous présente ça. Comme ça, vous allez tous... Non, madame, pardon. c'est une erreur. D'accord. Bah, le but, c'est que vous me posez vos questions. Hein, parce que là, sinon, vous pouvez lire tout seul. Alors, le quadrivecteur déplacement, donc c'est facile. C'est le quadrivecteur position. Et quand on différencie, on a le quadrivecteur déplacement. Sa norme, elle est fixe. Sa norme, on a, donc je ne sais pas si je l'ai écrit, la norme de tout quadrivecteur vu que le produit scalaire est invariant, donc la norme de tout quadrivecteur est invariant. Donc ce quadrivecteur-là, déplacement, bon, sa norme, c'est C2 d tau au carré.
vu que c'est l'intervalle au carré, et je peux revenir au référentiel propre de cet intervalle-là, là où je n'ai qu'un temps propre. Parce que rappelez-vous, dans le référentiel propre, je n'ai pas de déplacement spatial. Donc je vais avoir que l'intervalle de temps. Ensuite, on a défini la quadrivitesse, quadrivecteur vitesse. Donc c'est quoi ces composantes? Il faut les connaître. C'est gamma u fois c pour la composante temporelle, et c'est gamma u fois u pour la composante spatiale. On a la propriété que tous les quadrivecteurs vitesse, pas que pour les photons, pour toutes les particules, tous les quadrivecteurs vitesse au carré, ça va me donner c au carré. Ensuite, bon, dτ c'est dt sur gamma u, on a déjà vu. Le quadrivecteur accélération, bon, il est défini comme ça. Madame, Oui. laisse le modèle de U égale à C au carré. Vous pouvez le démontrer facilement. Hein. Prenez ça, prenez ces composantes-là et faites la norme. Donc on va avoir gamma u carré, on peut le faire. On va avoir gamma u carré. Donc la norme au carré de U, quadrivecteur, hein, U, quadrivecteur, sa norme au carré. Qu'est-ce qu'on va avoir? Rappelez-vous, quand je fais la norme, je prends la composante temporelle au carré. Donc je vais avoir gamma U au carré, gamma U au carré fois C au carré. Ensuite, qu'est-ce que je fais quand je fais une norme au carré? Qu'est-ce que je prends? Alors l'étudiante qui m'a posé la question, comment je calcule la norme de ce quadrivecteur-là? Donc c'est la composante temporelle au carré. Ensuite, dites-moi la suite. Moi, la gamma U au carré. Très bien. Donc là, c'est juste pour ne pas oublier qu'on aura un signe moins. Gamma U au carré, U au carré. Très bien. Donc là, on peut prendre en facteur gamma U au carré, C au carré. Je le prends en facteur, gamma U au carré, C au carré. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 moins. Et ici, il va me rester U2 sur C2. U2 sur C2. C'est quoi U2 sur C2? Bêta au carré. Bêta au carré, très bien. Là, je peux le changer directement. Ça va être bêta au carré. Et 1 moins bêta carré, c'est quoi? 1 moins bêta carré. Qu'est-ce que ça vous fait penser? 1 sur gamma au carré. Très bien, tout ça, ça va être 1 sur gamma au carré. Donc je peux l'écrire, c'est gamma U puissance moins 2. Donc vous voyez, gamma U au carré, gamma U puissance moins 2, il va me rester C au carré. Donc c'est une propriété facile à démontrer. Très bien, c'est clair pour l'étudiante? Oui, madame, merci. Très bien, donc on continue. On était arrivé là. Très bien. Quadrivecteur accélération, c'est juste dU sur dτ. Bon, c'est une définition. Chaque fois qu'on dérive, on différencie par rapport à dτ, mais dτ, on sait que c'est dt sur gamma u. Donc là, toutes les démonstrations, on les a vues en plus. Ensuite, on a défini le quadrivecteur d'onde. Quadrivecteur d'onde, c'était oméga sur c, kx, et le trivecteur k. Donc c'est une définition. Ensuite, on est passé à la dynamique. Qu'est-ce qu'on a vu dans la dynamique? On a vu le quadrivecteur impulsion, P. C'était M fois le quadrivecteur vitesse. Donc là, c'est très important, il faut connaître ses composantes. Il faut connaître sa composante temporelle, c'est l'énergie sur C, que je peux écrire aussi, c'est gamma U MC. Et sa composante spatiale, c'est le trivecteur impulsion P, que je peux écrire en fonction des vitesses, c'est gamma U MU. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait comme postulat? Que P, c'est gamma U MU, donc c'était ça, et que l'énergie, c'est gamma U MC carré. Ça, il faut connaître. Ensuite, quand on fait la norme du quadrivecteur P, exactement comme on vient de faire la norme du quadrivecteur U, hein, on vient de le faire, on a trouvé c'est C au carré. Donc si je rajoute M au carré, je vais avoir M2 C2. Si je prends P en quadrivecteur au carré, il faut connaître que c'est M2 C2. Je calcule aussi sa norme au carré à partir des énergies de l'impulsion. Je trouve la relation entre l'énergie et l'impulsion. Donc ça aussi, ces formules-là, il faut les connaître. C'est-à-dire, si j'ai une énergie, je peux trouver l'impulsion. Si j'ai une vitesse, je peux trouver l'énergie, ainsi de suite. Hein. Tout ça, il faut jongler avec ça. Toutes ces propriétés. Ensuite, on a vu le cas particulier. Le cas particulier, c'est pour le photon. Photon, lorsque m égale à 0, c'est un cas particulier, le photon. Il faut savoir que son énergie, c'est P fois C.
C'est aussi lié à sa fréquence ou sa longueur d'onde ou tout ça, vous le savez de la mécanique quantique. C'est HU. Et aussi, son quadrivecteur impulsion au carré, ça va être 0. Puisque rappelez-vous, c'est M2C2. Donc si je remplace M par 0, c'est 0. Donc là aussi, il faut connaître. Bien sûr que la vitesse du photon égale à C. Donc là, c'est le chapitre 1. Il faut savoir. Ensuite, on a vu le quadrivecteur force. Donc c'était juste la différentielle de P par rapport à tau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va différencier l'énergie. Ici, l'énergie sur C par rapport à T, mais je multiplie par gamma U. Aussi ici, je vais avoir gamma U dP sur dt. Là, c'est une construction. Ensuite, quand vous faites apparaître ici d gamma U sur dt, c'est la variation de l'énergie. Donc on peut relier cette variation de l'énergie à la force F, au travail de la force. C'est ce qu'on avait fait. Donc il faut connaître ça, la composante temporelle, si je veux. Je peux l'écrire en fonction de la vitesse U ou de l'énergie, parce que gamma U mc, c'est juste l'énergie sur C. Je peux l'écrire en fonction de l'énergie, comme je peux l'écrire en fonction de la force. Tout dépend ce que j'ai, ce qui m'arrange. Donc j'ai deux façons de l'écrire. Pour la composante maintenant spatiale, j'ai gamma U dp sur dt, et c'est juste gamma U f. Là, c'est le postulat où la force, c'est dp sur dt. Donc là aussi, il faut connaître. Attention, la composante temporelle, la composante spatiale, c'est gamma U fois F. Gamma U fois F. Il faut connaître ça. On a aussi la propriété que P scalaire F égale à 0 en quadrivecteur. Bon, c'est une propriété facilement démontrable, mais parfois on peut être amené à l'utiliser. Ensuite, pour les énergies. Là aussi, les énergies, c'est important, il faut connaître. L'énergie, c'est gamma U mc carré. Et j'ai l'énergie, on définit aussi l'énergie au repos, c'est mc au carré. Et j'ai l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est la différence entre l'énergie totale et l'énergie au repos. Donc si je fais la différence, si je veux faire apparaître la vitesse, je vais avoir gamma U moins 1 mc carré. Donc là, il faut savoir aussi jongler entre énergie totale, énergie au repos, énergie cinétique. Alors, c'est la puissance, non, la variation d'énergie. Très bien. Là, c'est la puissance. On peut faire apparaître aussi la puissance ici. Très bien. La variation d'énergie, c'est la puissance. Et d'où ça vient? C'est quand vous avez le travail F scalaire de déplacement, dr. Je peux, si je le divise par le temps, j'obtiens la vitesse. F scalaire U. Très, très bien. Très bien. Très bien, c'est ça. Pour Ryan et Thaji, je peux faire aussi apparaître la puissance ici. Très bien. Alors ensuite, on a vu la relation force-accélération. Donc là, tout a démarré de là. F égale à dp sur dt. Ensuite, ici, d sur dt de gamma UMU. On a dérivé, etc. Et on a obtenu, on a projeté sur la direction tangentielle, la direction normale. Et on a obtenu que des relations qui me lient une force tangentielle à une accélération tangentielle et une force normale à l'accélération normale. Donc là, c'est les résultats finaux. Il faut les connaître. La démonstration, il faut savoir la refaire en cas de besoin, mais sinon, c'est les résultats finaux juste qu'il faut connaître. Comment je peux, si j'ai une force, comment elle va se traduire? Si elle est parallèle, elle va me donner une accélération tangentielle via cette formule. Si elle est perpendiculaire, elle va me donner une accélération normale via cette formule. Si elle est quelconque, je ne peux pas utiliser ça. Je suis obligé d'utiliser le début. Utiliser ça, F égale à dp sur dt. Ça ne m'arrange pas. Si elle est quelconque, ça ne nous arrange pas de projeter sur les coordonnées intrinsèques, sur les directions ET et EN. Donc ensuite, la transformation des forces, bien sûr. Dès qu'on définit un quadrivecteur, on a défini ici un quadrivecteur force, je peux lui appliquer la transformation de Lorentz. Il faut juste savoir qu'on peut lui appliquer la transformation de Lorentz. Si je lui applique, donc je peux passer d'un repère R au repère R'. Juste les formules, elles sont un peu compliquées. Ensuite, on a vu l'application pour les collisions, c'est-à-dire si j'ai pas de force extérieure, si j'ai pas de force, j'obtiens la conservation du quadrivecteur P. C'est très important, ça il faut le connaître. Si j'ai un système qui est isolé, donc là on l'a appliqué pour tout ce qui est collision, etc. Vous avez un certain nombre de particules avant l'interaction, puis après l'interaction. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Il faut dire, on commence toujours par ça, par le quadrivecteur impulsion qui est conservé. P avant égale à P après, le quadrivecteur total. Donc il faut voir toutes les particules que j'ai avant égale à toutes les particules que j'ai après. Là c'est pour le quadrivecteur total, mais il peut qu'on ait besoin que soit de l'énergie, soit du trivecteur impulsion. Là je ne l'ai pas écrit, mais je peux, cette égalité-là, je peux voir que la composante temporelle. Rappelez-vous, la composante temporelle de P c'est E.
ça veut dire l'énergie, elle est conservée, l'énergie totale, et le tri-vecteur impulsion, P, aussi, il est conservé. Donc je peux voir cette formule-là comme ça m'arrange dans mes calculs. Donc là, j'ai l'énergie qui est conservée, le tri-vecteur impulsion qui est conservé, et le quadrivecteur impulsion total aussi qui est conservé. Voilà, ensuite le chapitre 5, bon, c'est pas la plus qu'on n'a pas fait de série, etc. C'est pas la peine donc c'est intéressant pour vous, bien sûr, de le maîtriser, mais bon, pour cette révision-là, on peut passer dessus. Donc là, finalement, on va juste réviser la cinématique et la dynamique. C'est pratiquement tout le programme. Est-ce que c'est clair? Donc il n'y a pas eu de questions jusque-là. Alors, pour l'aberration qui dépend de la densité, pouvez-vous nous expliquer cela? Car on l'a vu sans cela. Pour la densité, c'est pas très important. Hein. C'est pas quelque chose de fondamental. C'est pas quelque chose. Ça découle des calculs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on a dans cette formule-là? Si vous avez une densité ici homogène, isotrope. Donc là, je pense que je devrais chercher les diapos. Je vais juste chercher. Voilà, juste pour la figure. Voilà, donc si vous avez ici une source qui émet des photons de manière isotrope, c'est-à-dire elle va émettre le même nombre de photons par unité d'angle solide. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que bien sûr, si cette source se déplace, et que je la vois se déplacer dans un référentiel R qui voit la source se déplacer, si on met des détecteurs en face d'elle, les détecteurs en face d'elle, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir plus de photons. On aura un décalage de ces photons-là. Ils vont être poussés vers l'avant. Ça s'appelle l'effet phare. Et si je me mets derrière la source, c'est-à-dire elle s'éloigne de moi, si je mets un détecteur ici, on va voir moins de photons. C'est traduit par cette formule. Par cette formule-là. Ici, c'est la densité de photons. Combien je vois de photons par unité d'angle solide? Finalement, dans le repère R qui voit la source se déplacer, il va voir un nombre de photons qui n'est pas constant selon θ. Ici, il dépend de θ. Lorsque θ est petit, ça veut dire que je me mets en face d'elle. Hein, si vous voyez la figure, lorsque θ est petit, ici, on est là, c'est que je suis en face de ma source. La source se rapproche de moi. On va voir plus de photons. Ça sera plus grand que si je me mets derrière la source. Si je me mets derrière la source, ici le θ il sera grand, sa valeur maximale c'est pi, et on va voir très peu de photons. Donc là c'est l'effet phare. Vous avez parfois, donc là c'est une figure bien sûr de synthèse, c'est juste pour voir. Hein, par exemple, vous avez aussi maintenant les vraies observations. Hein. Mais là, quand ceux qui travaillent dans l'astrophysique, etc., quand ils vont aller chercher à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous devez imaginer un trou noir qui est très très loin, et toujours ils vont voir un côté qui est plus lumineux que l'autre dans le disque d'accrétion. Ici tout autour vous avez plein de particules ionisées qui vont émettre des photons, n'est-ce pas? C'est comme un plasma ionisé, ils vont émettre des photons. Donc là il y a un côté qui est plus brillant que l'autre. Comment ils vont expliquer ça? Ils vont dire le côté qui est brillant, ça veut dire les particules se rapprochent de nous, c'est l'effet projecteur, ça se rapproche de nous. Le côté qui est sombre, ça veut dire les particules ou le gaz hein, qui y a autour, et les particules s'éloignent de nous. Donc à partir de ça, ils peuvent faire beaucoup de calculs. Donc là, c'est un phénomène, c'est l'effet phare. Alors, je reviens. Est-ce que c'est clair pour Ryan et Hadi? Est-ce que vous avez compris au moins le phénomène physique, c'est quoi? Parce qu'après, pour les calculs, c'est juste de différencier la formule de l'aberration. Hein. C'est juste prendre cette formule-là et la différencier pour les ondes. Très bien. Très bien. Donc alors, est-ce que vous avez des questions? J'attends les questions. Hein. Madame, Oui. pour les lignes de l'univers, Oui. j'ai pas compris le principe. كيفاش نقدروا نرسموهم؟ Très bien. Alors, les lignes d'univers, c'est juste, par exemple là, je crois que j'en ai, voilà. C'est juste une trajectoire dans l'espace-temps. Donc nous, bien sûr, on va toujours voir une seule dimension d'espace, hein, parce qu'on ne peut pas tracer facilement sinon. On va voir qu'une seule dimension d'espace et qu'une seule dimension de temps. C'est tout. Donc là, c'est quoi? C'est la trajectoire. Toujours, la ligne d'univers, elle est liée à une particule, soit un photon, soit une particule, soit une fusée, peu importe. Elle est liée à un objet qui se déplace.
qui se déplace dans le temps et dans l'espace, bien sûr. C'est-à-dire à chaque instant donné, il est dans une position. Si je vous trace x en fonction du temps, les trajectoires habituelles que vous voyez en mécanique habituelle, par exemple, quand je fais x en fonction du temps, si c'est un mouvement rectiligne, si la particule ne bouge pas, c'est une droite comme ça, parallèle à OX. Si la particule se déplace vers le côté positif, ça sera une droite avec une pente positive. Ce que vous avez l'habitude, après vous calculez la pente pour trouver la vitesse, ainsi de suite. C'est les choses habituelles, sauf qu'ici, on intervertit. Par rapport à ce que vous avez vu en L1, on intervertit, on met l'axe X, là, c'est lui l'axe des abscisses, et on met le temps en ordonnée. Là, on met le temps, et on peut tracer. C'est juste une convention. Comment tracer des trajectoires? Par exemple, ici, vous avez, ici, par exemple, ça représente un photon. Donc, le photon, il a démarré en haut à x égale à 0. Après, quand le temps avance, lui, il se déplace. Donc, si je suis le curseur, lui, il se déplace. Si vous étiez en L1, vous allez trouver la vitesse, c'est la pente. Sauf qu'ici, c'est la pente inversée. N'est-ce pas? La vitesse ici, c'est la pente inversée parce que j'ai x qui est là et c'est le t que j'ai mis en vertical. Donc, c'est l'inverse de la pente qui va me représenter la vitesse. Donc c'est très facile, hein. Les lignes d'univers c'est juste une représentation, c'est juste une façon de représenter. Bon, on le fait parce que c'est ce qui est quand vous regardez des livres sur ça ou bien même des papiers, des articles, toujours c'est une convention pour représenter les mouvements des particules. Est-ce que c'est clair? Mais il n'y a rien de fondamental, hein. C'est juste comment représenter. Oui, madame, bien. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, vous pouvez aussi, si vous avez des exercices, sinon, bon, par défaut, on va traiter les sujets de l'année dernière. Très bien, donc bon, je vais chercher le sujet de l'an dernier. Alors là, on va traiter un sujet. C'est juste parce que, bon, vous m'avez demandé, les étudiants m'ont demandé, on va traiter un sujet, mais normalement, la veille, il ne faut pas traiter de sujet, hein. Là, on va le traiter ensemble. Mais sinon, quand on va terminer cette révision, je ne vous conseille pas d'aller faire les sujets maintenant. Maintenant, il faudra réviser. Ce que je vous conseille, hein, durant cet après-midi-là, il faut revoir tout ce qu'on a vu en cours, en détail. Tout ce qu'on a vu en cours, il faut le revoir. Tout ce qu'on a vu en TD, il faut le revoir. Il faut vous assurer que vous avez bien tout compris. Mais ce n'est pas le moment d'aller chercher des sujets, etc. Ça va, en général, ça perturbe. La veille, je vous conseille... Madame, Oui. Je vous écoute. la série cinématique, Oui. l'exercice 5. J'ai pas compris la question 2. Alors, très bien. Série cinématique. Alors, juste un instant, hein. Je vais juste... pardon, je vais arrêter. Pardon.